Pourquoi une émission à une heure jusqu'à présent inhabituelle à la télévision? Eh bien... Ami Orchamp, bonjour. Aujourd'hui, qualité sonore exceptionnelle grâce à mon ingénieur du son, Ethan Beaufort. Et on va profiter de l'occasion d'être à plusieurs pour revenir sur un travail qu'on a fait récemment sur Kubrick. Donc ce qui est cool, c'est que toi, t'as pris un film différent par rapport à moi. Ouais, c'est ça. Vas-y, je te laisse le dire lequel. Alors bah moi j'ai pris Balle chemisée métal, mais même les Québécois ils se passent ça, donc on va dire le titre original, Full Metal Jacket. C'est le vrai titre québécois? Non, j'ai dit ça au pif. Je crois qu'ils n'ont pas osé le traduire celui-là. C'est vrai? Ils l'ont Ça gardé va, tel quel? je pense. J'en profite qu'on ait choisi des films différents pour que tu puisses nous expliquer un peu quel était ton angle d'attaque sur Full Metal, ce que tu avais apprécié et ce que tu avais découvert aussi. Un petit synopsis peut-être rapide, histoire que les gens l'aient bien en tête au cas où. Pas de souci. De plus, je peux juste dire, je n'ai pas trouvé de traduction québécoise, donc je pense qu'ils ont eu de la dignité là. Ça va. Donc, rapide petit synopsis. Alors, c'est un film assez particulier qui est divisé en deux parties. Donc, globalement, c'est l'histoire de jeunes hommes qui sont engagés par l'armée américaine pour aller servir dans la guerre du Vietnam. Et il y a deux parties différentes. Il y a une première partie où on voit l'entraînement au camp de Parris Island. Donc on va suivre différents soldats qui vont être engagés, qui vont être formés par le redoutable sergent Hartman, dont on aura l'occasion de revenir un peu plus tard. Et puis ensuite, ces mêmes soldats, une partie d'entre eux j'ai envie de dire, va se retrouver ensuite sur le terrain, sur le combat et découvrir la vraie face de la guerre. Donc on est un petit peu dans cette lignée des films globalement tous anti-guerre qui ont été faits sur le Vietnam. On peut penser à Platoon d'Oliver Stone, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola bien sûr, parmi leurs plus beaux représentants, et Full Metal Jacket c'est aussi dans cette même optique, bien que évidemment c'est avec le style de Kubrick, donc c'est très particulier puisque tandis que les autres on a des images de guerre assez sensationnelles, je pense tout de suite à Apocalypse Now, on a beaucoup d'images qui peuvent rester en tête, même Platoon avec cette musique c'est très grandiloquent. Full Metal Jacket c'est beaucoup plus froid et mécanique. Bon, c'est très caractéristique Kubrick, on aura l'occasion d'en reparler au niveau du style, mais il y a vraiment un aspect assez particulier. Déjà commencer par 40 minutes du film, c'est juste un camp d'entraînement avec des jeunes qui s'entraînent, et ça, il n'y a pas autant de développement. Platoon, je crois, il y a juste le début, on le voit s'engager, et puis c'est tout, il est déjà ensuite sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est juste voir les hommes se faire... Quelque part, tous ces films veulent montrer la déshumanisation de l'homme dans un conflit dans lequel ils se perdent, ils ne savent plus où ils vont, et se tuent les uns aux autres. Kubrick a un peu cette idée, c'est déshumaniser aussi, mais en fait ça commence avant pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette séquence, notamment dans le camp de Parris Island, et c'est globalement des thèmes de Kubrick, un peu voir l'homme dans sa froide réalité, un être calculateur, froid, et qui surtout ne devrait pas susciter forcément l'empathie et en proie à des instincts assez meurtriers. Après, je sais pas si tu es totalement d'accord avec ce que je dis ou si j'ai fait une erreur. Si. Tu peux voir un petit peu. Déjà, c'est méga intéressant. C'est vrai que j'avais jamais pensé que c'est un des seuls films où il y a une déshumanisation qui s'opère avant les combats. C'est vrai que comme si l'armée était une machine implacable qui déjà détruisait les êtres humains. C'est très juste, très juste. Est-ce que du coup, vu qu'on a eu le choix dans la filmographie de Kubrick et que tu t'es porté sur celui-là, est-ce que c'était ton préféré? Clairement, quand j'ai pensé à un film Kubrick, je me suis dit ah ça j'ai envie de le voir, parce que l'histoire c'est que je l'ai retrouvé, pour vous dire un peu mon histoire avec ce film, je l'ai retrouvé dans mon local où il y avait à un moment pas mal de choses pas vraiment rangées. Je trouve 2 DVD, je trouve Jurassic Park 3. Bon, j'ai pas vu le 2 et j'ai vu Full Metal Jacket. La façon dont j'ai réagi devant le film, les émotions qu'il a procuré, je m'en souviens encore, et que aujourd'hui maintenant c'est un de mes films préférés, avec Mulholland Drive de David Lynch dans un tout autre registre et L'aile ou la cuisse de Louis de Funès dans un registre mais complètement différent. Là pour le coup c'est sûr. En fait, quand je me suis dit faire une analyse de film, je me suis dit que celui-là ça serait celui qui m'intéresserait le plus parce que il m'avait beaucoup fait réagir. J'avais beaucoup ressenti de choses devant, donc je me suis dit prenons celui-là. Mais entre temps c'est vrai que après réflexion je me dis, mais je pense que j'aurais quand même pris Full Metal Jacket, mais j'hésitais lourdement avec Doctor Strangelove, bref je vais pas dire le titre entier en anglais, mais ou Docteur Folamour, comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, qui est aussi un film qui est beaucoup plus dans l'humour noir, dans un tout autre registre aussi. Ça parle aussi de guerre, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment la déshumanisation là, enfin quelques personnages, hein, notamment Kang, le capitaine du B-52 qui est totalement fou, tout comme Reaper,
le sergent qui ordonne l'attaque. D'ailleurs, c'est marrant de dire que Reaper, avec Reaper, la faucheuse, il y a un peu cette idée, ce jeu de mots évident. Tout est fait de jeu de mots dans les noms des personnages dans ce film. En plus, ça s'appelle Jack D. Reaper, comme l'éventreur. Exactement, ouais, comme Jacques l'Éventreur, t'as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'était un tout autre registre où là, c'est pas la divination, c'est juste, globalement, c'est plus montrer que les hommes ne savent pas communiquer et que ils se perdent dans des broutilles ou des choses qui ne veulent rien dire. Genre le président qui dit « Messieurs, arrêtez de vous battre, c'est une salle de guerre ici !» Voilà, quand on a l'ambassadeur russe qui se castagne avec l'autre lieutenant dont j'ai oublié le nom, mais qui est celui qui n'aime pas vraiment les Russes et qui essaie d'expliquer ce qu'est le plan R au président et que ça ne peut pas être annulé. Personnage très antipathique d'ailleurs, si vous voulez mon avis, qui se réjouit de la fin du monde à moitié. Et c'est vraiment tout ça. Ça veut dire après le président il discute avec le président russe de choses aussi débiles. Il se fâche pour savoir c'est qui le plus désolé de chacun d'entre eux. Et ensuite vous avez le docteur Folamour qui est un ancien nazi. Bon, genre j'ai vu dans pas mal d'explications qu'en fait oui c'est une. Je me souviens d'un livre qui disait oui qui est une caricature, une représentation de Werner von Braun. Chose qui m'a fait un peu réagir dans le mauvais sens du terme parce que Werner von Braun, lui, il voulait juste faire des fusées pour explorer l'espace. Mais bon, quand la Waffen-SS vient vers vous et vous dit tu viens chez nous et que tu dis non, en général, tu peux plus faire de fusées dans l'espace et plus rien d'autre. Donc tu acceptes à contre-cœur. Et Werner von Braun, c'était absolument pas du tout un nazi convaincu, disons. Mais bon, passons. C'est très bizarre comme film en fait. Et je me dis, il y a plein de choses aussi intéressantes à voir là-dessus. Mais Full Metal Jacket, je me suis dit, ça me parlait plus et j'avais envie de faire celui-là. Ouais. Est-ce que, alors c'est vraiment par curiosité, quand la première fois que tu as vu Folamour, tu as beaucoup rigolé? Rigoler en soi, pas vraiment. On va pas se mentir, c'est quand même pas de l'humour. C'est pas y a tiers pilote dans l'avion. Oui. Là, j'ai failli mourir de rire. Mais là, disons que, évidemment, c'est dans le but d'une satire noire. Et puis, c'est un produit à remettre dans le contexte de son époque, c'est-à-dire. On est dans les années 60, on n'est pas loin, je crois que c'est un peu avant ou un peu après l'incident des missiles de Cuba. Donc, autrement dit, la période où tout le monde pensait qu'on allait vraiment se prendre une bombe atomique et que l'humanité n'allait jamais voir l'an 2000. Et c'était quelque chose qui, dans son contexte époque, je pense, soit les gens trouvaient que c'était extrêmement noir parce que ça rigole d'un sujet qui faisait peur à tout le monde, soit était vraiment une sorte de catharsis pour les gens qui se disent bon je peux rire sur un sujet absolument horrible, ce qui est le sous-titre du film, comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. C'est vraiment dans le titre explique un petit peu sa volonté de faire quelque chose de comique, même si on va pas se mentir, moi j'ai pas vraiment rigolé. Il y a des phrases qui me font rire ou des situations absurdes, genre le militaire qui ne veut pas ouvrir un distributeur de Coca-Cola pour récupérer des pièces pour téléphoner. Je veux dire, vraiment la menace finale c'est vous prévenez bien, si ça marche pas, vous aurez des comptes à rendre à la société Coca-Cola. Et il accepte à contre-cœur. Mais vous savez, vraiment d'un air grave et sérieux, ça veut absolument rien dire. Genre violer, ouais, la propriété privée, c'est le sacrilège ultime. Oui, exactement. Ce qui est aussi quelque part une critique acerbe de l'Amérique. On a compris l'idée. Et puis bon, il y a d'autres moments où je veux dire, on a un général américain qui croit corps et âme à une théorie du complot de fluorisation de l'eau. Alors, j'en ai jamais entendu parler, mais voilà. Il est persuadé que les Russes veulent toucher à leur fluide corporel. Bon, après, moi, j'ai vu la version surtout française, j'ai vu aussi la version anglaise, mais la façon dont il dit fluide corporel, on se dit, ouais, pourquoi vous l'avez mis à ce poste, en fait? Et c'est justement tout le truc du film. Pourquoi les tests psychotechniques, ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu qu'il était complètement cinglé? Donc, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que toute institution est incapable de contrôler clairement les humains comme ils voudraient. À un moment ça peut céder ou s'il est assez fou ça va finir en mine. Ce qui fait penser d'ailleurs au soldat Pyle ou Baleine dans Full Metal Jacket parce qu'il a beau être tenté d'être formaté par le sergent Hartman qui est un monstre envers ses engagés, qui est vraiment une peau de vache comme il dit, avec toutes ces insultes et ces situations humiliantes comme celle de faire marcher Baleine avec le pouce dans la bouche et le pantalon baissé comme un bébé. Je trouve ça absolument horrible. Et je veux dire, au final, il fait son objectif, Hartman. Il construit la plus puissante arme de guerre qu'il ait jamais construite.
sauf qu'elle s'est retournée contre lui. Donc il y a cette idée intéressante, maintenant que j'y pense, que voilà, dans ces deux films, c'est l'histoire d'hommes qui veulent contrôler une situation qui est incontrôlable, ou qui vont justement trop formater ce qu'ils veulent, et que ça va au-delà de leur volonté. Voilà. Mais ouais, je suis désolé, je m'éloigne un peu du film. Non, bah c'est bien voilà, que tu sois par revenu exemple, déjà voilà, sur Full Metal. pour revenir sur Faux Amour, voilà, pour histoire d'humour, fondamentalement, je me suis pas tapé des barres. J'ai peut-être dû à un moment rigoler. Alors, pour contre, devant quoi, je sais plus, parce que ça fait un moment quand même que je l'ai vu. La première fois, je l'ai vu. C'était pas si vieux, mais en même temps pas si récent, donc c'est un peu dur de. C'est pas ça que j'ai retenu. Mais j'ai retenu un peu tout de l'attention et me dire comment ça va se passer. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et bon, et pour dire, je veux dire, là, j'ai été satisfait de comment ça s'est terminé. J'en dis pas plus, j'ai pas trop envie d'en dire plus, mais voilà, je trouve que c'était intéressant de prendre ce point de vue et c'était c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais fondamentalement c'était plus Full Metal Jacket qui m'a fait vibrer, on va dire. Et dans les deux parties de Full Metal, est-ce qu'il y en a vraiment une que tu préfères sur les deux? Honnêtement, c'est la première. Parce que, disons que la deuxième, c'est ok, c'est film de guerre, il y a des idées. Il y a Surfing Bird que j'arrête pas d'avoir en tête maintenant, donc je vais éviter de le faire, je vais me retenir. Mais la première, disons que c'est très particulier parce que c'est une sorte de. C'est un huis clos, on va dire, et c'est un mélange entre un film de guerre, bien sûr, parce qu'il y a toutes des séquences sur musique militaire où ils font leurs exercices militaires pour s'entraîner, leurs exercices de tir. Et en même temps, c'est une sorte de thriller psychologique où on voit la lente descente dans la folie d'un personnage incontrôlable et avec toute une ambiance fantomatique dans une séquence que, par contre, ça, je pense, est une masterclass, qui est la séquence dans les toilettes à la toute fin de la partie où le soldat que l'on suit depuis le début, Guignol, je vais dire Joker, c'est le nom anglais, où Joker découvre que Baleine se trouve dans les toilettes et est en train de charger une arme. La façon dont est fait cette scène, elle m'a ébloui. J'avais voulu tout de suite en faire une analyse et c'est d'ailleurs la séquence que j'ai choisi d'analyser dans mon dossier parce que pour moi il y avait tout ce qu'il fallait. Une ambiance fantomatique un petit peu mêlée avec des termes de déshumanisation profonde et de folie à son paroxysme et qui en même temps constitue un pilier majeur de l'arc narratif. Je veux dire, là, Baleine finit son objectif et tel un spectre vengeur ensuite décide de partir en paix, on va dire. D'une manière évidemment très froide et crue, comme aime bien le faire Kubrick. On parlait que j'avais vu dans une vidéo qu'il disait qu'il avait la méthode du bon cut, savoir cutter au bon moment pour représenter la violence. Là, c'est l'inverse. C'est dans un plan, il va tout casser. C'est le moment où il presse la gâchette. C'est bien rouge, c'est bien graphique. Et pour moi, c'est parfaitement un petit peu un résumé du film. C'est une violence crue, sauvage, qui tue des jeunes enfants. Donc, à contrepoint, tu dirais même au niveau du montage exprès? À contrepoint, je pense qu'en fait, la volonté, c'était vraiment pour le spectateur, comme Joker, je vais dire, Joker réagit en disant non. Et là, c'est. Moi, quand j'ai vu ce plan, je suis resté muet. J'ai pas pu bouger. Déjà que quand Hartman se fait tirer dessus, déjà tu te dis. Il faut voir ça un peu plus dans les objectifs du réalisateur. Moi, je vois que quand il tire sur Serge Hartman, le but c'est d'une catharsis pour le spectateur. Il se dit, il a bien mérité ce connard. Voilà. Je l'aimais bien au début, il est drôle avec ses insultes à rallonge et dont il arrive toujours à trouver la façon, mais c'est un peu comme Alex dans Orange Mécanique. Tu te dis, ouah, c'est fascinant comment il parle et en même temps, c'est ultra bizarre. Et Hartman, en fait, c'est autant Alex. C'est particulier le rapport que veut nous faire entretenir Stanley Kubrick avec le personnage. Tu sais pas si tu es avec lui, tu es en dehors de lui. C'est tout le temps un jeu comme ça. Hartman, par contre, je pense qu'au fond, c'est fait pour être détestable. Enfin, avec Pyle, Baleine qui se fait tout le temps martyriser, le personnage n'est plus du tout appréciable ou ne fait même plus rire. C'est juste horrible. Et donc là, c'est une catharsis quand il disparaît. Mais en même temps, je sais pas, Stanley Kubrick aime rappeler que le monde est un peu nul, donc il se dit tiens, je vais tuer ce personnage, voilà, sa folie l'a mené à commettre le suicide. Et là, pour le spectateur, je pense qu'il s'est dit tiens, voilà, tu étais content qu'il soit un petit peu en paix, bah regarde, voilà, je te le mets en paix, totalement. Et cette partie, je trouve, est
Et j'ai peur de me perdre dans ce que je dis, mais Non, c'est très clair pour l'instant. c'est vraiment un jeu sur les émotions et ce cut qui montre l'action sans la flouter, sans la censurer. Déjà aujourd'hui, je crois que ça se ferait difficilement. Faut dire ce qui est, même si on est en 87, je crois, on est en 87, si je dis pas de bêtises. Ça a quand même très évolué. Ça fait 36 ans. Ouais, ça fait. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, ça fait 36 ans déjà. Et je pense que voilà, au lieu de cacher la violence, il la montre tout de suite, direct. Tout comme Sergeant Hartman, on le voit se faire tirer dessus quand même. Mais il y a un cut au moment où la balle est tirée, donc ça accentue vraiment le déchaînement de colère de Pyle. Et puis en même temps, dans sa chute, c'est entrecoupé avec des plans de Pyle qui est vide, le regard complètement vide, il y a plus rien, seulement de la vengeance là-dessus. Mais quand il se suicide, c'est un plan, et il y a 3 secondes vraiment où on voit juste ses restes et le sang sur le mur. Donc il y a vraiment du temps qui est laissé au spectateur pour digérer l'information, et ensuite après ça finit rapidement pour revenir sur These Moves are made for Walking de Nancy Sinatra, si je dis pas de bêtises, et on est au Vietnam, voilà, il n'y a plus rien, on est passé à autre chose, tant pis. Donc c'est assez particulier, on va dire, dans le montage. On passe de quelque chose, c'était très triste, ah bah voilà, on change. Et est-ce que c'est avec ce que tu viens d'expliquer, pour toi, est-ce que le sergent Hartman, dans la filmographie Kubrick, c'est la figure la plus détestable et Pyle la figure qui représente le plus la folie? Question compliquée. Personnage détestable. Alors, faut regarder un petit peu dans sa filmographie. Donc, je vais revenir un peu. Fear and Desire, je dirais pas qu'il y a de personnages fondamentalement plus détestables les uns que les autres parce qu'on s'attache au groupe. Et c'est pas lui qui a écrit ça, c'est un ami poète, donc c'est un peu différent. Pour l'ultime razzia et le baiser du tueur, il n'y a pas vraiment de personnage que je dirais détestable, c'est juste des truands, donc... La femme, je trouve, elle est un petit peu détestable dans... Ah oui, ça c'est vrai que cette femme est quand même, c'est une... comment on dit, véreuse. Voilà, c'est une femme véreuse qui n'aime pas son mari, mais à la limite, je sais pas, tu te dis, c'est un personnage quand même qui peut se placer dans une réalité. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est souvent, j'espère que c'est pas... Je sais pas comment... Je suis nul en études sociologiques, mais à la limite, ça construit un contrepoint avec un mari qui se fait... C'est une femme castratrice, clairement. Donc, moi, je trouve que là, il y a un duo qui est fait et ça amène quelque chose. Enfin, voilà, après, on peut en débattre longtemps, mais voilà. Et puis, au final, elle paye quand même, je crois, pour ce qu'elle a fait. Parce que... Mais oui, c'est vrai, je m'en souviens. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un effet carte à 6. Mais je dirais pas que... À ce stade-là, je dirais pas qu'elle est plus détestable. Hartman, pour moi, c'est pire parce qu'il s'acharne sur quelqu'un qui a rien fait. C'est clair. Voilà. Ensuite, après, c'était les Sentiers de la Gloire. Le général Miro. Donc, il y a Miro et il y a, je sais plus c'est comment, un autre général au-dessus avec un nom en B. Je sais pas si c'est pas Brou là, je sais plus le nom, mais voilà. Mais Miro qui en fait dit ah mais non mais moi je pense à mes hommes, et en fait dès qu'on dit qu'il y a une récompense, est une vraie raclure quoi. Avec le colonel Dax qui est vraiment une figure. C'est un des seuls héros, vraiment dans le sens héros chez Kubrick d'ailleurs, Dax, parce que c'est vraiment le seul personnage qui est bon. Vrai. Mais qui se retrouve dans un univers où ça peut pas marcher et qu'il est obligé de faire des choses. Enfin voilà, il n'y a pas d'essayer d'envoyer des soldats se faire fusiller alors que c'est pas juste. C'est pas 3 soldats comme ça. Mais... C'est vrai que super bonne remarque. C'est peut-être la figure la plus héroïque si on enlève Spartacus vu qu'il a pas eu vraiment les Spartacus, mains mises. Voilà. C'est à part. Même lui dit que c'est pas. Et puis c'est vrai que ça ressemble plus à un péplum. Quand on peut s'imaginer. Je sais même plus s'il y a une course de char à la fin, mais... Non, je pense pas. Parce que je repensais à... Mais ça fait plus Ben-Hur ou quelque chose de ce genre. C'est avec l'ascension. Ouais, c'est pour ça. Je me souviens, je pensais à Ben-Hur parce qu'à partir du moment où il est complètement devenu esclave et qu'ensuite il remonte les échelons avec course de char, c'est un peu la même chose que Spartacus d'esclave va commencer à lever une armée. Mais le traitement à la fin est pas différent. Ben-Hur, je crois que... oui, ça va, il arrive à revoir sa famille, il me semble. Ils étaient les premiers, il me semble. Oui, il arrive à les revoir. Oui, tout à et fait, ils se guérissent par miracle. Donc bon, c'est beaucoup plus joué que dans Spartacus où là, bah en fait, il fait la guerre et il perd.
Voilà, c'est terrible. Hein. Chez Kubrick, c'est voilà. Ils sont ont perdu. crucifiés. Ouais. Il est mort. Et voilà, il laisse sur ça, tranquillement. Mais voilà, Spartacus, c'est vrai que c'est un peu à part. Mais Widak, c'est vraiment une figure qui est. C'est quelqu'un qui est bon en lui. Et Miro, derrière, c'est vrai que c'est un peu une raclure quand même. Et. Il paye pas vraiment en plus. Je veux dire, il va se faire destituer, mais on va pas le voir. Donc on n'a pas le plaisir cathartique du spectateur qui se dit ah oui, c'est bien fait pour ta gueule. Enfin, désolé, mais voilà, c'est un peu ça le but de la cata. C'est très puissant chez Kubrick. Mais ouais, il est détestable, mais en même temps, c'est un général dans un système. C'est compliqué. Mais on voit que c'est souvent des militaires, par contre. Parce que c'est le point commun avec Hartman. C'est que là, un sergent instructeur et l'autre, c'est un général qui envoie ses troupes à la mort. Après, c'est vrai qu'on a un peu déjà évoqué Folamour, mais bon, il y a des figures. Reaper, il est assez antipathique, mais on n'atteint pas, pareil, je trouve, Hartman. Non. Et puis je trouve que là, il y a le côté comique qui joue. Ouais, le côté comique fait qu'on se dit. On le prend pas au sérieux. C'est même pas des. Ouais, c'est ça, c'est pas sérieux et en même temps, donc on n'arrive pas à voir des figures totalement détestables. Plus des figures, on se dit ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible que des gens existent comme ça. Et c'est là qu'on se dit merde, c'est pas si comique que ça. Mais il n'y a pas une envie de rentrer dans l'écran, l'étrangler quoi. C'est contrairement par exemple à Miro qu'on a vraiment envie de voir traîner dans la boue ou Hartman qui à la fin. Et c'est pareil, Hartman il a un côté extrêmement comique aussi. Parce qu'au début c'est clair que la façon dont il insulte, ou je veux dire, quand il prend un soldat noir et qui dit tu vas t'appeler Blanche-Neige, hein, alors tu pourras pas manger tes cuisses de poulet, est-ce que tu te rends compte bien de ça? On se dit mais c'est pas possible, comment ça peut... Aujourd'hui tu fais ça, c'est terminé, t'as des associations qui tombent sur la figure, t'es banni à vie d'Hollywood et de tous les autres systèmes, c'est mort. Et c'est... Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et puis la façon dont il traite... il parle des Texans, en comparant si c'est un homosexuel ou un cowboy, voilà, je veux dire, il y a des façons, il y a aussi ce côté comique, mais on arrive très vite à basculer dans l'autre face, où il est détestable. Et si je me trompe pas, il a beaucoup improvisé sur... lorsqu'il donnait des insultes justement durant les séquences, c'est beaucoup de l'impro, je suis pas sûr. Hein, c'est ça, en fait, à la base, c'est le conseil technique. Early Hermie, c'est le conseil technique parce qu'il a fait le Vietnam, il a été sergent instructeur. Et donc, ce qu'il faisait, c'est que quand il prenait les acteurs, lui, il était là et il donnait la réplique. Donc, il faisait son sergent à balancer des insultes. T'as intérêt à me retirer ce sourire ou je te chie dans le cou. Et Kubrick, il s'est dit, mais c'est parfait. Tu feras le sergent instructeur. Voilà, il lui a donné le rôle. Donc, évidemment, il improvisait. Il devait certainement beaucoup improviser parce que pour lui, c'était naturel. C'était vraiment le boulot qu'il faisait. C'était être sergent instructeur. Donc par contre, franchement, je crois que j'aurais pas pu être acteur là-dedans parce que j'aurais beaucoup trop vite rigolé. Je veux dire, je vois pas comment un sommet d'insultes peut aussi tenir. En fait, je dirais même que c'est là qu'on peut se rapprocher de Baleine, c'est que lui, il a le sourire devant ça. Déjà parce que c'est un gamin, ce sont tous des gamins, je veux dire. Quand tu vois qu'ils chantent la chanson du club Mickey Mouse, c'est des gamins. C'est ça le but que voulait faire Kubrick avec ça. Mais voilà, moi je n'aurais pas pu ne pas avoir le sourire. Et je pense que c'est là qu'il y a le point de bascule quand il commence à étrangler. Là, on se dit, ah oui, c'est pas un personnage seulement complètement barge, c'est un personnage violent. J'ai fait trembler la chaise. Voilà. Mais, ouais, détestable, je sais pas si c'est plus détestable, Hartman. Enfin, il se partage avec Miro, je dirais. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que dans Eyes Wide Shut, non. Il n'y a pas vraiment de personnage si détestable, c'est juste des bourges. Genre, peut-être que c'est juste parce qu'on est des pauvres et on se dit, ah, les bourges, c'est tous des salauds, donc on n'est pas étonné, mais. Même Ziegler, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bof. Pas très sympathique, mais on va dire qu'il est pas comparable. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il aurait pas de mauvaise intention. Il dit, ah, je veux pas que tu sois dans ses affaires, c'est pas ton truc. Bah, bon, à la limite, soit, mais il veut pas non plus le buter ou quoi. Même si c'est très bizarre dans le film, mais tu pourras peut-être nous en parler un peu plus après. Mais ouais, puis dans Shining, je veux dire, Nicholson il est juste fou par l'hôtel. C'est pas. C'est un cinglé, c'est juste on se dit oh, mais non tu peux pas faire ça, qu'est-ce qui t'arrive, enfin, c'est plus ça quoi. Mais ils font un temps et ça c'est juste quelqu'un de fou. Un fou il est fou, je veux dire c'est pas détestable, je veux dire Hartman il est pas fou. Il est sain dans sa tête. Comme Miro, ils sont sains dans leur tête, c'est ça qui rend détestable parce qu'on se dit mais tu fais un truc qu'on ne peut pas justifier par la morale et tu continues. Voilà c'est un petit peu ça l'idée. Ouais donc on va dire Miro, Hartman, ouais au même ça niveau. Se bat en duel. Même si y en a un qui est comique.
et que ça peut contrecarrer, alors que Miro c'est un connard. Et entre Pyle et Nichols, et donc. Comment il s'appelle dans Shining ? Jack Torrance. Jack Torrance. Entre les deux, est-ce que Jack Torrance, il est peut-être plus. C'est pas la même folie en fait. C'est pas la même folie. L'un, c'est l'isolation. Tous les deux, il y a un isolement en fait. Parce que Jack Torrance, il s'isole pour écrire son bouquin et la présence de sa femme et de son enfant le rend de plus en plus fou parce que ça ne l'isole plus. En fait, lui, il se satisferait bien de l'isolation, mais il n'arrive pas, donc il commence. Et en plus, ils sont isolés, donc c'est un peu paradoxal. Ils sont isolés, donc déjà, ça l'amène à la folie, mais il n'arrive pas à être assez isolé pour se concentrer sur son histoire. Donc, c'est ça qui amène un petit peu sa folie, je pense. Pareil, c'est l'isolation sociale. Il est dans un groupe, mais il s'entend pas, et il va même être, malgré lui, la cible de la haine de ses camarades quand Hartman va décider de punir tout le groupe. Et ça, de manière, je pense que c'est dans sa tête, c'est parfaitement sensé qu'il va aller pour qu'il puisse, pour qu'il ait la haine du reste du groupe. Parce que quand Hartman entend dans les chiottes à la fin de la première partie gueuler Baleine quand il dit ça c'est mon arme, c'est mon fusil, là il vient tout de suite. Mais par contre, quand il pleure du plus profond de son, avec les poumons, voilà, de son cœur, je me perds dans mes expressions, mais quand il crie super fort en train de pleurer sur son lit après qu'il s'est fait lyncher par tous ses camarades, franchement, moi je suis le sergent, je viens tout de suite, je veux dire là c'est pas discret. Donc moi je me dis, là le fait qu'il n'apparaît pas, ça veut bien dire que c'était quoi son but, c'était qu'il se fasse lyncher et qu'ensuite il rentre rapidement dans le rang. Et qu'il n'y ait pas juste une personne, mais qu'il y ait tout le reste du groupe. Donc c'est l'isolation sociale qui amène Pyle à ça. Mais en même temps, c'est une âme qui se fait formater, on va dire. Jack Torrance, c'est de la folie quand on pourrait s'imaginer un fou avec des comment on appelle ça, des antécédents. Parce qu'on apprend que dans une scène qui est coupée de la version cinéma, je crois, où il y en a il y a une version longue où on t'apprend dans une scène qui est chez le médecin, comme dans le film, que Jack avait déjà frappé Danny, me semble, sa femme, après avoir bu de l'alcool. Ouais. Chez Stephen King, dans son roman, c'était vraiment l'alcool le problème, c'était plus autour de l'alcoolisme. Et l'hôtel, c'était... je crois que c'était... j'ai pas fait non plus toute l'analyse du livre. Et j'ai pas regardé en entier non plus le livre. J'ai regardé une bonne partie. Mais c'est beaucoup plus l'alcool. Chez Kubrick, c'est beaucoup plus, on va dire... comment on dirait... Pas métaphysique, si, peut-être un peu plus... Un peu plus dans le surnaturel et le fantastique. C'est vraiment un lieu étrange, fantomatique sur un cimetière indien. Donc, et là, les problèmes d'alcoolisme ne sont pas vraiment... y a le moment où il reboit dans le bar quand il commence à voir tous les fantômes du barman notamment. Là, on peut se dire que l'alcool, effectivement, il y a un parallèle qui est fait avec l'histoire. Mais disons qu'on a une folie ici qui est plus... c'est l'isolation sociale, l'isolation qui rendrait n'importe qui fou. Ou quelqu'un qui en manque d'inspiration, un écrivain fou. Je pense que ça peut se faire. Mais ici, avec Pyle, c'est vraiment une folie d'isolation sociale construite par l'homme lui-même. C'est pas une folie qui arrive parce que t'es dans un endroit bizarre, t'es isolé et ton esprit n'arrive plus à suivre. Là, ton esprit réagit. C'est ça. En fait, chez Jack Torrance, il se fait malmener. Chez Pyle, c'est pas qu'il se fait malmener, c'est que son esprit veut réagir face à ça. Et sa façon de réagir, c'est de complètement être plat, ne avoir aucune réaction et respecter parfaitement les ordres. Et dans sa tête, préparer toute une sorte de vengeance. Pour moi, après qu'il s'est fait lyncher par tous ses camarades, c'est un fantôme. C'est un fantôme vengeur qui va revenir la nuit, une autre nuit, pour enfin se débarrasser de celui qui l'a tué. On va dire de manière métaphysique, et puis ensuite il trouve la paix. C'est ça que je vois. Donc, est-ce que cette vengeance, elle est conscientisée ou pas ? Tu veux dire quoi par là Est-ce qu'il est au courant ? Est-ce que c'est vraiment un plan qu'il va faire pour se venger, ou c'est juste que à un moment les nerfs vont lâcher et que il va péter les plombs, quoi ? Voilà. Disons que on voit dans la partie de la deuxième partie qu'il a le regard fixe, qu'il regarde de manière complètement vide. Et il y a une scène notamment où il prépare son fusil, qui s'appelle Charlène. C'est le sergent Hartman a dit vous donnez tous un nom de fille à votre fusil parce que c'est la seule chatte que vous pourrez fourrer. Très 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 sobre évidemment. J'espère qu'il n'y a pas de jeunes qui écoutent ça. Pierre. Tant pis. Éducation sexuelle. C'est ça. Je plaisante. Multifonction. Exactement.
Mais voilà, il donne un nom à son fusil, il dit voilà, je prépare pour que ton action soit la plus belle. Donc il y a une sorte de préméditation qui est faite et on comprend qu'il y a un truc qui va mal se passer avec le fusil. Mais une fois qu'il a tué le sergent Hartman, il se rassoit tranquillement vers le toilette. Il a le regard vide devant lui, il prépare le fusil et il se suicide. Donc je dirais que c'est vraiment une sorte, ouais, quelque chose peut-être, si tu penses conscientiser dans le sens, c'est son but et après c'est terminé, je pense que c'est ça. Il a vraiment besoin de chercher une vengeance, de faire payer, mais lui il vit déjà dans un monde de merde et il n'arrive pas à... Il ne peut plus s'y intégrer, c'est terminé, il a sombré et donc c'est pour ça qu'il achève sa vie. C'est ça qui fait la différence avec Joker d'ailleurs, c'est parce qu'à la fin du film, quelque chose que... Au début, je veux dire, c'est une phrase qu'il disait, j'ai pas remarqué, mais ensuite, quand j'ai repensé à cette scène, je me suis dit, Joker, je le trouvais beaucoup moins sympathique. Bon, c'est très point de vue du spectateur, je me souviens dans mon dossier, c'est il faut s'éloigner du point de vue du spectateur, être dans quelque chose de plus artistique, esthétique, mais dans l'absolu, je pense que c'est important d'un point de vue spectateur. Ça peut être bien, mais ça c'est après toutes des histoires d'analyse. Chacun son avis, et c'est pas le truc qui me passionne le plus. Enfin, je pense que c'est intéressant, mais à un moment, voilà, moi, je veux dire, on constate un objet en tant que spectateur, je pense qu'il y a des choses esthétiques, métaphysiques, plus esthétiques, on va dire. Mais fondamentalement, après, moi, je pense qu'il y a toujours l'effet du spectateur qui réagit, surtout dans le cinéma américain. Peut-être pas européen. Européen, c'est encore plus particulier, c'est ce qu'on va voir bientôt. Mais américain, ouais, je pense que c'est indispensable de penser à ça et aux effets que ça peut procurer. Mais voilà, Joker, à la fin, il dit « Oui, je vis dans un monde de merde, mais au moins, je suis vivant. » Et moi, j'ai l'impression qu'il répond à son ami « Ouais, moi aussi, j'y suis, mais moi, je suis vivant. Voilà, toi, t'as pas réussi à survivre. » Presque de manière égoïste, alors, un peu. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Il y a un petit peu de ça, surtout que c'est dans une scène où ils sont en train de se balader en chantant au club de Mickey Mouse dans une ville en flammes. Donc, bon, c'est super, la jeunesse américaine complètement corrompue. C'est ça, hein, à la fin, c'est ça. Le conditionnement d'une jeunesse qui se fait complètement... qui n'est une arme de guerre. Il y a cette histoire aussi un peu d'Orange Mécanique. Ouais, oui. Parce que c'est un jeune, on se rend pas compte, mais il a quoi, peut-être notre âge Ouais, il a la vingtaine, je crois, à peine. On a du mal à se rendre compte parce qu'il parle d'une manière tellement bizarre, mais c'est un jeune et il se fait complètement broyer par le système. Et est-ce que Joker, pour toi, aurait eu la possibilité de sauver, pareil, tu vois, de l'empêcher de sombrer, et qu'il l'a pas saisi, ou jamais, vraiment dans le film, il y a eu cette question de... Est-ce que c'est aussi un peu de la faute de Joker si il sombre? C'est très difficile parce que quand on est deux éléments au sein d'un groupe beaucoup plus grand avec une autorité importante, moi je dis que c'est compliqué de faire ce qu'on peut. Joker, il est chargé par le sergent d'aider Pyle. Parce qu'à un moment en fait, il a eu, on va dire, les balls pour répondre à Hartman. Parce que quand tu lui demandes est-ce que tu crois à sa vierge, il a dit non. Et il continue à dire non. Et il dit que si je dis autre chose, vous allez dire que je retourne ma veste. Et donc là, il devient chef de groupe parce que voilà, même s'il n'est pas malin, il dit il a le cran et c'est tout ce qu'il faut. Et là, il s'occupe, mais c'est son but de s'occuper de Pyle pour qu'il puisse survivre. Donc tu vois qu'il aide. Alors il est très gentil, hein, faut savoir, dans la plupart, il va l'aider, il va lui montrer tout le moment. Tu plies comme ça, tu ranges comme ça, la culasse, tu la glisses comme ça. Vraiment, de manière très... c'est peut-être pas un mot, c'est pas paternel le mot, je ne sais pas, mais... Comme un frère, presque. Oui, comme un frère, quelqu'un qui veut l'aider et pas quelqu'un qui veut le descendre ou qui dit t'es une merde, je vais te laisser traîner dedans. Et le moment, tu vois, où il tape aussi avec un savon sur lui quand Pyle se fait lyncher. Mais là, je me dis, c'est le dernier à taper et c'est quoi qui lui dit vas-y. Alors là, je me dis, c'est pour éviter de se retrouver dans la même situation de lynchage. Il fait pour bien se faire voir. Même s'il donne des coups quand même violents. Mais là, tu vois, j'y crois encore à une once de bonté, sachant qu'il se couvre les oreilles pour ne pas entendre ses cris, qui seraient des cris de mort pour moi. Parce que j'ai dit, c'est ce moment où il y a une mort psychologique de Pyle qui reste plus qu'une carcasse vide vengeresse. Et oui, là, je prends encore un peu d'affection pour Joker qui se demande aussi qu'est-ce qu'il fait, mais il va pas bien. C'est le seul à se poser des questions au cowboy. Lui, quand il nettoie les toilettes, ensuite il se dit, waouh, on s'en fout. C'est pour eux, c'est nuisible. Et mais c'est vrai que je pense qu'en fait, ces deux personnages chutent. C'est juste que
c'est à la fin de la première partie que pareil chute parce que lui il n'a pas du tout supporté, c'est quelqu'un qui est pas du tout fait. Dès le début on comprend qu'il est pas du tout fait. Pour l'armée. Je veux dire, tu vois la scène de début où ils font tous raser, lui il a un regard un peu enfantin, la bouche à la entrouverte, un regard vide un peu d'un enfant. Les autres ont un regard vide en mode Qu'est-ce qu'on fait là quoi? c'est ça, et qui regrettent ou je ne sais pas, mais ils sont pas joyeux. Et il a un regard un peu bizarre, un peu enfantin, la bouche légère entrouverte. Un peu dans la même expression qu'il a devant le Swordman alors qu'il est à moitié en train de sourire. C'est un peu ça l'idée. Et Joker, lui, c'est beaucoup plus lent. C'est à la fin du film, à toute fin du film en entier, que moi je pense qu'il perd aussi quelque part son unité parce que là il est prêt à appuyer sur la gâchette pour tuer une jeune femme. Presque innocente. Et c'est ça, ouais, c'est particulier parce que déjà c'est la première femme qu'on voit qui n'est pas une pute dans le film. Non, parce que je tiens à préciser, hein, les deux personnages féminins qu'on voit avant, c'est des péripatéticiennes. Donc là, c'est la première fois qu'on voit une jeune fille, déjà une jeune fille. Enfin, les autres, c'est aussi jeunes filles. Bon, bref. Dur à dire. Voilà. C'est compliqué de parler de ça. Mais là, c'est une jeune fille qui fait juste se défendre, quoi, face à un envahisseur. Quelque chose de tout à fait normal. Enfin, je pense que t'as pas à la blâmer, quoi. Et puis, tandis qu'il est en train de souffrir, il tire. Alors, au début, moi, je disais que c'était... Voilà, il est prêt à achever un ennemi et il a plus de scrupules. Mais on pourrait me dire que c'est aussi de la pitié. Il tire parce qu'il ne veut pas la laisser comme ça en train de souffrir et donc il peut la tuer. Sachant que... Est-ce qu'il aurait pu la sauver? Tiens, est-ce que tu penses, ou je sais plus si c'est explicitement montré comme quoi elle va y rester dans tous les cas, ou il y avait des chances de survie si il lui apportait soutien médical ou qu'il l'emmenait... Alors franchement, déjà, quand il arrive, il essaye de lui tirer dessus. Parce que c'est le sniper, et là on se dit juste, ah c'est le sniper. Mais tu te dis juste, dans ta tête, inconsciemment, tu te dis c'est un gars. C'est un gars vietnamien, soldat, ou je sais pas, voilà. Parce que tu vois que ça comme soldat, c'est vrai. Et là, mais en fait il se loupe, et là, la jeune fille, déjà on découvre qu'elle se retourne dans une sorte de slow motion avec des sortes de halos lumineux avec la flamme. C'est très joli, et c'est très... aussi fantomatique un petit peu comme plan, je trouve. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange, on va dire. Et là, je veux dire, elle veut lui tirer dessus, quoi, elle veut le tuer. Donc là, heureusement qu'il y a Rafterman, son pote, qui arrive. Un petit peu le sort de paiement du moment où il disait, ah, si j'ai une arme, vous inquiétez pas, dès que je devrais m'en servir, je m'en servirai. Dans une sorte d'interview qu'il donne pour la télévision américaine. Bon, voilà, c'est le moment où il va s'en servir. Et là, elle se fait cribler de balles quand même. Donc je pense pas qu'elle aurait pu être sauvée. Tout ce que fait Joker, c'est plutôt une sorte... Bon, déjà, c'est la représentation, je dirais, d'une Amérique coupée en deux. Avec un badge Peace and Love et un casque Born to Kill, donc né pour tuer. Donc quelque chose de complètement paradoxal, qu'un général faut remarquer. Donc au début on se dit, ah bah le général il est pas bête, et puis ensuite ça part ensuite dans, ouais, défendez votre pays, nous réussirons à faire ça, voilà, des trucs complètement clichés. Donc bon, voilà, puis finalement il l'enlèvera pas, donc bon... jusqu'à la fin du film, on va voir ce personnage là, badge et puis casque comme ça, devant cette jeune fille. Et il va décider de l'achever. Moi je pense au final c'est par pitié. Mais il aurait pas pu la sauver. Il aurait pas pu la sauver, elle était criée de balles. Elle-même lui dit tue-moi et elle a pas l'air en état pour survivre quoi. Bon après c'est vrai que c'est mort de cinéma. C'est genre je reste comme ça, Oui. je peux rester en vie. Mais franchement là elle avait peur de pouvoir se relever ou quoi. Donc, pour moi c'était... Non. Il a juste eu tout ce qu'il pouvait faire dans la pitié, c'était simplement lui abréger ses souffrances. C'est intéressant par contre qu'au final tu rapproches les deux scènes dans le côté fantomatique de la première partie et de la deuxième partie à la fin. Et je pense que tu as raison, c'est une répétition qui est voulue et le fait de montrer qu'en fait les deux personnages ont chacun une fin différente mais au final que les deux sont anéantis. Ouais, d'accord. Tu vois, ça c'est des choses que j'apprends et que j'avais pas forcément c'est remarqué. une symétrie. Ouais. C'est une symétrie. Je crois me souvenir que, je te dis, hein, la scène dans la première partie du film, il y a une scène, c'est dans la nuit. Et après c'est une préparation, puis on va revoir une scène dans la nuit où là on va voir vraiment la folie du personnage. Et il faut savoir que il y a un meurtre déjà, enfin il y a une mort d'un personnage au milieu de la deuxième partie. Un de leurs collègues sur lequel ils vont se recueillir et où ils sont morts. Donc il y a aussi cette idée quoi, voilà, qu'il y a une sorte de préparation qui va préparer ensuite à la fin avec un autre meurtre. Enfin, je m'y perds un peu, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... Si, il y a aussi une nuit. Il y a aussi une nuit dans la deuxième partie, c'est celle où ils se font attaquer.
Ils se disent c'est le nouvel an, personne va attaquer. Et en fait, en fait, justement, ils profitent de ça pour faire une attaque. Donc il y a aussi une séquence de nuit. Mais ouais, c'est pas tout à fait une symétrie. Entre les fins des deux parties, certes, parce que l'un des personnages se suicide, l'autre tue pour survivre. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est ça aussi qui fait qu'on a des personnages qui sont très proches, mais en même temps qui ont en fait des fins différentes et presque opposées. Je dirais ça. Voilà. Est-ce qu'avec la deuxième partie, parce qu'au final, la première, je pense qu'elle est plus facile à comprendre quand on la regarde, et qu'il y a peut-être moins de choses cachées ou un sens qui est en tout cas plus explicite. Est-ce que vu que tu as bossé sur aussi la deuxième, est-ce qu'il y a des choses pertinentes que tu penses qu'on pourrait amener, qu'on n'a pas encore dit, sur la deuxième partie que tu as vue avec ton analyse? C'est-à-dire que les deux parties pourraient être deux films différents parce que c'est pas filmé de la même façon. Ah, super intéressant. Mais justement, en fait, le fait que ce soit réuni en un film, c'est ça qui est intéressant. La première partie, c'est très symétrique. Des travelling très alignés, enfin très précis. C'est avant, arrière, gauche, droite, travelling sur les soldats qui marchent. Bref, c'est filmé de manière très symétrique, carrée, géométrique. Ça, c'est pas le problème. Et il y a beaucoup d'alignements. Bon, tous les lits sont bien rangés, les soldats sont alignés. Il y a beaucoup de plans. On pourrait faire vraiment des tableaux entiers avec peut-être 50 photographes faciles dans la première partie où on voit que des lignes droites. Okay. Ou qu'on joue sur les droites. La deuxième, c'est Steadicam, donc de la caméra qui tremble et qui bouge pour se mettre un peu dans la peau d'un soldat éventuellement. Shaky, mais carrément la Steadicam, on voit vraiment des tremblements. Tremblements. Pas vraiment, mais par exemple il y a une scène où ils arrivent c'est le lieu où il y a le sniper justement qui leur tire dessus et c'est dans des parties. Et quand il arrive, je veux dire, t'as des objets, t'as des débris au premier plan flou, ça passe vite, il passe derrière un mur, donc c'est pas shaky non plus, c'est quand même bien filmé, c'est pas non plus toi tu prends un kinéscope et voilà, c'est quand même, ils ont quand même du matos. Et puis je veux dire voilà, il avait déjà pu faire le test sur Shining où c'est l'un des, c'est pas le premier mais c'est l'un des premiers où il a vraiment utilisé à fond et on a beaucoup profité pour ces scènes, notamment dans le labyrinthe, à la fin du film, quand il y a la poursuite entre Jack et son fils. Et là, il y a l'usage aussi souvent de la Steadicam et des plans qui sont beaucoup plus variés. C'est pas de symétrie, je veux dire, les décors, c'est des débris, c'est des ruines, il y a des explosions. C'est beaucoup plus déjà coloré, accessoirement, et aussi, voilà, la manière de filmer n'est pas du tout la même. Je veux dire, le premier plan du début, c'est des gens, ils vont dans une direction, puis dans une autre, il y a une voiture qui passe, et on avance, c'est un travelling avant, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de... Bon, après si, c'est bien aligné, les personnages sur un coin d'immeuble, c'est facile à les localiser, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent qui vont pas dans la même direction. C'est plus le monde normal où il y a en fait plein de variantes constantes et que t'es pas dans un truc où c'est dans un même sens. Voilà. Exactement. Il y a un plan que je me rappelle qui m'avait assez marqué, c'est dans la deuxième partie où il y a des cercles concentriques qui sont alignés. Alors, je pense que c'est une ville au Vietnam. Je sais pas si là, comme ça, tu t'en rappelles, non, peut-être pas. C'est des murs en fait où tu as des ouvertures, des espèces de portes en forme de demi-cercle. Non, peut-être pas. Comme ça, là, j'ai pas le. Je te la montrerai après. Ça m'a pas. C'est pas ça qui m'a. Ça m'a pas forcément marqué. Par contre, il y a l'utilisation. Enfin, dans les plans qui ont marqué, par contre, ça aussi, j'en ai, c'est les zooms. Il y a. Enfin, il y en a deux. C'est au moment du sniper, en fait, on a un premier plan où on voit le sniper sortir son fusil puis zoomer sur un personnage. Okay. Alors, c'est un zoom très, très qualitatif, c'est beaucoup mieux amené que ce qu'on peut faire nous, je pense. Mais voilà, ça permet un peu de montrer soit la focalisation du personnage, soit de montrer qu'il est la cible dans le cadre. Il y a particulièrement le deuxième où c'est un zoom rapide, vraiment où tu pourrais prendre un objectif, tourner à fond un zoom et là ça zoome vraiment. Où là, ça peut représenter soit la balle qui part, mais en même temps, tu as le personnage qui est au centre du cadre. Tu fais une croix. Donc bah là, clairement, c'est la cible de la chose. Donc ça, c'est des plans qui m'avaient marqué. Ce deuxième zoom particulièrement m'avait marqué parce qu'il est très brusque, très violent. C'est un montage américain dans le siècle classique. On t'aurait pas fait ça parce qu'on t'aurait sorti du film. Là, il s'en fout. Il montre clairement la balle qui fonce. Et la preuve, ça m'a marqué. Et justement, moi, je trouve que c'était un effet intéressant parce qu'il se sert bien du zoom. C'est vrai que bon, tu prends Jean-Luc Godard, il va dire le zoom c'est de la merde, ça sert à rien, tu sais pas filmer.
Mais là, franchement, moi je dis c'est très très bien filmé, justement. C'est très bien exécuté. Et alors, tu vois, pareil, intéressant que tu l'aies mentionné parce que, donc souvent, oui, dans le cinéma de Kubrick, on part d'une réalité quand même assez convenue pour basculer dans l'impossible, dans l'irréel, dans des situations improbables, presque dans un certain fantastique. Et du coup, voilà, tu l'as montré en quoi c'était le cas dans Full Metal Jacket à 2 reprises. Et je me disais, est-ce que pour toi, il y a un moment où on bascule un peu dans le même type de réalité, enfin justement d'irréalité, dans Orange Mécanique? Parce que dans tous les autres films, je peux le voir. Dans celui-là, je suis en train de me questionner à quel moment ça pourrait être le cas. Au moment où ça devient fantastique, un peu irréel, c'est ça? Ouais. Il y en a plusieurs. Bon, déjà, la première séquence avec cette musique. Alors, je crois il me semble que c'est toujours des musiques préexistantes chez Kubrick, mais retravaillées. Enfin, je veux dire, le début de Shining, c'est un morceau d'orchestre de je ne sais plus quel opéra ou quelle symphonie, mais qui a été retravaillé avec des synthétiseurs pour donner une ambiance vraiment glauque. Parce que notamment, tu vois, j'avais vu Metropolis et on entend un peu un bout de cette musique et il me dit ah, c'est la musique dans Shining. Mais oui, parce qu'en fait, c'est des musiques préexistantes qui retravaillent. Et dans Orange Mécanique, il y a cette musique début où tu vois le plan en travelling arrière, où tu les vois dans une sorte de lieu, une sorte de bar extrêmement bizarre. Mais ça, à la limite, tu peux dire juste c'est un plan bizarre. Mais un moment où je me dis c'est très fantastique à moitié, c'est le moment où, en fait, dans le film là, c'est Alex, hein. Ouais. Oui. Il a été en prison et là, il fait tout pour suivre une thérapie qui permettrait de le faire sortir plus rapidement. Donc, c'est une thérapie qui est censée refouler toutes les envies criminelles ou toutes les conduites contraires aux bonnes mœurs. Donc, pour avoir des gens parfaitement clean et formatés aux mœurs de la société. Donc, un truc qui te rend abruti, hein, on va pas se mentir. Je veux dire, l'humain est fait de bonnes et mauvaises émotions. Tu peux pas tout supprimer pour faire ça. Et il y a un moment en fait où ils font une démonstration parce qu'évidemment celui qui fait la thérapie, donc je sais plus c'est quoi le nom, c'est Lovomotique, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, il y a une cérémonie qui est faite où il est mis sur une estrade comme ça, sur des planches, voilà, pour vous dire regardez, vous allez le voir, il ne va pas céder à cette tentation. Donc il se fait complètement lyncher par un gars qui lui dit de lécher les chaussures, il le fait, il ne fait rien du tout contre lui, alors que bon, juste avant on le voyait jouer avec un énorme jouet en forme de pénis en allant chez une dame pour presque la violer. Voilà, donc radical changement. Et il y a juste un moment où on va vous montrer qu'il arrive à refouler ses pulsions sexuelles, où il y a une femme qui arrive complètement nue, et je crois qu'en plus elle a un look bizarre, je sais pas si elle a les cheveux de couleur ou quoi, mais il y a quelque chose, avec la musique, c'est quelque chose d'extrêmement bizarre, on dirait un peu d'irréel, ou comme lui si c'était le fantasme ultime. Donc il y a un peu cette atmosphère extrêmement bizarre, oui, et où là, comme par magie, tandis qu'il s'apprêtait à voilà quoi, la toucher pour pouvoir parce que pour la tentation sexuelle, il tremble, il arrive à ne rien faire, il commence à se mettre presque à vomir, et il y a quelque chose d'un peu surnaturel là quoi, c'est même, je dirais même d'extraordinaire. Un homme qui arrive à se retenir dans ses pulsions sexuelles, mon Dieu, c'est pas possible, ça existe. Enfin bon, j'exagère, mais bon, ça peut être l'œil de certains que les hommes, ça ne réfléchit qu'en pulsion sexuelle. Bon, c'est vrai que bon, surtout pour lui, c'était clairement établi. Il y a une séquence en accéléré où on le voit faire un plan à 3 sur... c'était quelle musique? C'était... En plus aussi encore un peu travaillé dans le rythme, donc ça donne un truc complètement absurde. Est-ce que la jeune femme, c'est la même que l'on retrouve à la fin? Où tu sais, ils sont devant une espèce de public dans un champ de fleurs comme ça, avec une image très blanche. Je sais plus si c'est la même ou pas. Dans un champ de fleurs? Ouais, le film il se termine comme ça. Dans un champ de fleurs, c'est moi qui... non, pour moi il se termine dans la chambre d'hôpital où il y a le ministre qui vient et qui dit vous en faites pas Alex, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et en fait, à ce moment-là, il commence à avoir des flashs extrêmement violents où il dit qu'il est guéri. Donc, je sais pas si t'es dans un des flashs que tu penses. Je crois, mais j'avoue ne plus être certain. Alors, peut-être que c'est possible. J'ai pas étudié en détail le film, oui, mais moi non plus. Il se fait peut-être possible que la femme soit présente en fait dans un de ces flashs et que ce soit vraiment le fantasme qui prenne vie, et qu'à ce moment-là que le fantasme prenne vie, en fait, il n'arrive pas à le réaliser parce qu'il a été complètement, il s'est fait complètement laver le cerveau.
Mais je pense que c'est pas nécessaire, je veux dire, l'image de la femme qui est filmée longuement, le but c'est de faire comprendre que c'est le fantasme ultime pour Alex. Dont on voit quand même au début qu'il est complètement abasourdi. Et après c'est ce refoulement qu'il y a en fait qui rend le truc encore plus étrange. Est-ce qu'il y a une séquence de rêve dans Full Metal Jacket? Il n'y a pas vraiment de rêve, c'est juste des séquences qui donnent des allures très bizarres et surnaturelles, mais il n'y a pas de séquence véritablement de rêve. Attends, je regarde si j'ai encore des questions, peut-être sur le film. Est-ce que toi, tu aimerais encore avancer un point auquel on n'a pas encore forcément discuté ou abordé? Avancer un point, pas forcément. Je dirais que c'est un peu intéressant parce que pour moi il y a un peu une vision documentaire dans ce film, en tout cas c'est ce qui m'avait marqué parce que il y a notamment, déjà Joker va être dans son groupe. Tandis Cartman il énonce tous les trucs, il devient fou quand il apprend qu'il va aller dans la presse. Donc le journal Star and Stripes, qui est le journal militaire quoi, qui relate les news, prend les news et les donne au public de manière à ce que ça soit bien. Voilà, bon, c'est de la propagande quoi. Et il y a notamment une banderole où c'est écrit « Les premiers à y aller, les derniers à savoir. Laissez-nous notre droit à être désinformés. » Bon, ça déjà, marche pas trop quand on est contre les fake news de nos jours, mais bon voilà, c'est comme ça, c'était l'armée américaine. Et donc il y a toute une séquence où il va dire « Ah non, mais tu changes les mots pour que ça passe mieux, voilà, il y a une femme importante qui arrive, il faut que ça se passe bien, voilà. » Et donc Joker, en fait, tout le reste du film, en fait, il va faire un reportage, en fait, pour aller voir ce qui se passe sur une partie du front. C'est comme ça qu'il retrouve son ami Cowboy, qui était aussi dans le camp de Paris Island avec lui. Et mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de journaliste du documentaire, voilà. J'ai vu que Joker pouvait être considéré un peu comme quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche à savoir ce qui se passe. C'est un peu pour ça qu'il est en fait, on peut voir le fait qu'il y a aussi entre le peace and love qu'il a sur son torse, proche du cœur maintenant que j'y pense, je sais pas si c'est un rapport, mais bon. Parfois j'ai peur d'aller trop loin où je me dis quand même... Toujours bien de le mentionner, après voilà. Les gens ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça, aussi, parce que je prends un moment, tu interprètes comme tu peux quoi. Certes, après t'as les réalisateurs ils donnent des pistes ou alors ils disent ce qu'ils avaient en tête. Par exemple le club Mickey Mouse, c'est que montrer que c'est encore juste des enfants qui sont à la guerre, ça c'est Kubrick qui l'a dit lui-même, que c'était le but. Il disait ça parce qu'en France, le club Mickey Mouse, alors c'est vraiment pas club Mickey Mouse, genre dessin animé Maison de Mickey ou quoi. Club Mickey Mouse, c'est des clubs de vacances où les enfants peuvent aller, voilà, et tu étais la star sur les plages. Et en Amérique, Mickey Mouse, c'est une institution. Le club Mickey Mouse, tous les jeunes enfants, ils avaient envie d'y aller, ils étaient contents. T'avais aussi une sorte de télé-réalité qui s'appelait Club Mickey Mouse, où t'avais plein de stars comme Ryan Gosling ou Britney Spears qui y sont allés par exemple. Mais c'était des fabriques de stars. Donc est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. C'est possible qu'il existe certainement des sortes de télécrochets ou des choses comme ça. Bah, je veux dire, ça existe toujours les télécrochets où tu prévois des gens et puis ensuite, dès qu'ils sont sélectionnés, ce sont des stars. Parce que après, voilà, c'était Britney Spears, elle vient pas d'une famille de gens célèbres, je crois. Non, je crois pas. Voilà, ou Ryan Gosling non plus. Mais voilà, ils sont allés là-dedans et se sont devenus des stars parce que c'était des télé-réalités, des crochets qui étaient incroyables. Mais le club Mickey Mouse, voilà, donc il y a peut-être ça un petit peu, mais il y a aussi voilà tous ces clubs de vacances, voilà Mickey. Ça, c'était le truc qui fascinait les petits enfants. Et forcément, bah en Amérique, tu mets cette chanson alors que tu es dans un décor en flammes, le public américain comprend, mais les Français non, pas forcément parce que pour nous, c'est Mickey, c'est pas forcément des clubs vacances. Bon, ça existait certainement, mais oui, on n'associe pas ça directement. C'est un peu comme voilà, le fast-food en France, tu vois. Tu te dis le fast-food, ouais, bon, tu vas souvent, tu connais, voilà. En Amérique, ils connaissent que ça, quoi. Je crois qu'ils connaissent que ça. Ou peut-être d'autres concepts. Tu sais, les shows TV, genre The Late Night with Jimmy Fallon, ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est le bon titre, mais voilà, je sais plus quand c'est pas show, c'est pas TV show, c'est... Tu sais, c'est les specials c'est quand t'as un plateau avec un présentateur qui reçoit des invités et ils discutent de trucs. Là. Un talk show. Talk show. Night show, talk show. Ça, en Amérique, ça a cartonné. C'est une institution, t'en as 25 000. En France, Foucault, il a essayé, Jean-Pierre Foucault. Ça fait un bide monumental. Et même Alain Chabat, là, bon, il a fait que 6 numéros. Bon, c'était juste pour occuper les cases pour la Coupe du Monde, mais je crois pas que ça a vraiment attiré les gens. C'est pas un concept qui nous plaît. En Amérique, ça plaît. Donc c'est pour ça que Kubrick, là, il avait voulu préciser parce que nous, en France, et il y avait un journaliste français, il me semble, qui lui suivait beaucoup et qui était un des seuls privilégiés à pouvoir avoir beaucoup de choses sur lui.
je crois qu'il s'appelait Maurice quelque chose, mais je sais plus. C'est pas Michel Simon, non, rien à voir. Si, peut-être, c'est peut-être lui. Ok. Michel Simon, si c'est Michel Simon, t'as raison, tout à fait. Effectivement, ils avaient une bonne relation. Voilà. Et voilà, donc il était un des seuls privilégiés qui arrivait à pouvoir obtenir des choses que lui, parce que c'était un homme discret. Et donc c'est pour ça que lui il disait. Donc faut un peu prendre ce que donne le réalisateur et puis en même temps après les interprétations. C'est pour ça que je veux pas aller trop loin non plus dans le petit badge sur le cœur, tout ça, voilà. Mais pour revenir à ça, donc Joker c'est à la fois donc le contraste d'une Amérique déchée, mais c'est aussi peut-être le contraste d'un homme qui ne sait pas quoi penser. Il se trouve abreuvé d'informations sur la guerre, il veut pas se battre pour son pays, mais en même temps tuer des gens, aller chez eux et se battre contre la liberté tout en ravageant tout leur pays. Il y a un peu, je pense, voilà, c'est cette histoire de vérité, la vérité qui en fait se rend compte que la vie, c'est pas que noir ou blanc. Et globalement, bon, ça c'est encore un thème très actuel, je pense, où on est beaucoup à des ères où c'est très clivant, c'est de plus en plus clivant avec les médias, tout ça. D'autant plus de nos jours, je pense, ça peut parler. C'est vrai que c'est un aspect que j'ai pas parlé, que ça peut être aussi celui d'un homme qui est mitigé, où il y a en anglais on dit mixed feelings, c'est-à-dire des sentiments partagés, c'est-à-dire que tu vas te déchirer entre deux trucs comme ça, tu sais pas où te décider. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est ça que tout dans cet aspect documentaire, il y a cette recherche vérité personnage qui est dans la presse, qui cherche à savoir ce qui se passe et qui voit les événements. Et à un moment notamment, il y a une séquence donc, pour revenir un petit peu sur tout cet aspect documentaire dont je parlais, t'as un journaliste qui débarque, enfin ouais, un cinéaste, voilà, qui va filmer dans un très long travelling, en fait, les soldats et le front, comme ça. Et il va y avoir des interviews. Et les interviews, c'est les soldats, ils répondent soit des âneries, soit de leur ressenti, mais pas très... Enfin, je veux dire, voilà, tu sens que c'est des soldats qui parlent devant la télé, et voilà, ils se lâchent pas. C'est, je pense, on devrait même pas les aider, ils ne remercient pas, ou le plus con pour moi, c'est Joker qui dit « Ah, j'avais envie de découvrir la perle de l'Asie du Sud-Est, rencontrer des gens d'une culture différente, puis les buter. Moi, je veux être le premier gamin de ma rue à avoir un mort certifié. » Là, c'est pour ça que je dirais que le spectateur, c'est aussi quelqu'un qui est sentiment partagé. C'est un peu Joker, voilà, voilà, j'aime bien défendre mon pays, mais bon, tuer des gens, c'est pas bien. Et là, c'est un personnage sympa, il a aidé pas, mais en même temps... c'est un peu dépensé d'arriéré, ça. Après, on peut se dire, c'est voilà, tout le formatage qu'il y a eu, mais j'avais vu quelqu'un qui parlait de ce dialogue un petit peu, enfin de cette façon de montrer à la télévision, mais je veux t'avouer que c'était un livre que j'ai vu, je t'ai déjà parlé de ça, c'était un livre que... Moi, je voyais plutôt Madame qui disait que Dr. Falamour l'avait fasciné et ça part dans tous les sens. Je vois même pas ce que je pouvais prendre pour lui. Et juste cette histoire sur la télévision et les médias, comment ils sont utilisés. Mais c'est parce que voilà, c'était évidemment important les médias et même les musiques qui sont utilisées, c'était des musiques connues de l'époque ou qui étaient utilisées. Trashman c'est de l'époque, This Made for Walking c'est une musique de l'époque. Donc à la fois déjà leur côté abrutissant, surtout Trashman, hein. Je dis que je la ferai pas, tant pis. Mais c'est complètement abrutissant, donc moi je trouve que ça rentre bien dans le thème de montrer que c'est des gens désamusés abrutis. Et This Boots Are Made for Walking, c'était une musique pas mal utilisée dans les news américaines en fait. Ok, je savais pas. C'est ce que j'ai vu, quelque chose qui était très connu, et donc forcément, tu mets ça permet de rajouter un peu de réalisme, parce que même si, bon, c'est pas tout à fait tout le temps réaliste, mais Kubrick, il aimait bien faire ça, je veux dire, il vient du documentaire, lui, ses premiers films, c'était des petits documentaires sur un boxeur et un prêtre, je crois. Ouais. Day of Fight, et je sais plus c'est quoi le nom du deuxième. Mais Mais voilà, c'était des documentaires, donc je pense que ça l'a beaucoup marqué, surtout qu'il était sur un bateau photojournaliste aussi. Ouais. Ah, c'est possible, sur un bateau. Je crois que c'était son troisième, mais il avait fait Fear and Desire juste avant. Ouais. Ou un délire comme ça. quelque chose comme ça. Et je crois qu'il était en couleur, ce troisième documentaire, il me semble. Je suis plus sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vient du photojournalisme. Il y a une très belle photo de quelqu'un qui pleure la mort de... je crois que c'est Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Et voilà, ça c'était une photo très connue qu'il a fait. Et donc il y a tout ce passé documentaire, je pense qu'il imprègne son œuvre et c'est le fait de voir se rapprocher d'une réalité, la montrer et puis en même temps il adopte un point de vue très fort sur l'humanité parce que pour lui voilà c'est son point de vue. Après on peut en débattre des heures de son point de vue. Voilà. Est-ce que il y a une forme de censure qui est appliquée dans Full Metal Jacket? Par exemple, je sais pas, dans ce que filme Joker ou dans les questions qui sont posées aux soldats, est-ce qu'à un moment il y a
est-ce que la censure est évoquée? Genre, non, ça on peut pas dire à la télé, tu vois, on va vous couper, ça ne montrait pas. Alors, moi, je me Disons rappelle que pas. quand il y a le journal, leur journal papier, le gars dit clairement comment parler des choses. Par exemple, il dit alors, on a reçu une note à propos de recherche et d'instruction. On dit nettoyer et un terme voilà proche du nettoyage, mais un truc qui dit pas destruction. Voilà, c'est un truc, c'est nettoyer. On utilise des mots un peu plus jolis. Oui, c'est ça, voilà. Ou alors il dit par exemple, mais pourquoi tu mets réfugié? Tu mets pas réfugié, tu mets un autre mot. Enfin, voilà, ce genre de choses. Tous des trucs pour que ça aille plus dans leur sens et que ce soit pas vu comme quelque chose de mal, mais quelque chose, oui, bah voilà, comme ça, l'opinion publique, ça ira, faut ménager ça. D'ailleurs, ils sont très emmerdés d'ailleurs après qu'il y ait eu l'attaque là. Parce que, non pas que. Ils pourraient s'en servir pour dire que ce sont des SAO qui respectent rien, mais le truc c'est qu'ils vont dire. Leur but c'est de dire que les troupes américaines ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait ils se prennent une raclée par les Vietnamiens. Donc le but c'est pas qu'ils disent on s'est fait attaquer. En plus la personne qui devait venir, je sais plus si c'est une femme importante, je sais plus si c'était une politique ou quelqu'un de l'entourage présidentiel, mais elle ne vient pas finalement. Enfin il y a Joker qui dit et du coup elle vient. Et les gens rigolent. Et c'est ça qui lui vaut d'ailleurs d'aller dire ah bah écoute Joker, puisque tu te marres, tu vas au front avec Rafterman dit qu'il veut venir. Voilà, donc c'est un peu de ça que ça part. Mais oui, on sent quand même que voilà, il a montré un journal de propagande, c'est clair. Je veux dire la banderole, notre droit de désinformer, on a compris. On a compris. Toujours marrant de voir d'ailleurs juste. Je finis là-dessus sur le petit point enfantin parce qu'il y a plein de petits Snoopy dans cette. Ça, c'est cool ça. Voilà. Alors c'est vrai que j'aime bien Snoopy déjà de base, mais t'as compris que voilà, déjà c'est des gamins parce que c'est un personnage de BD très connu. Hein. C'est vrai que Snoopy c'est pareil, bon, nous on connaît, voilà, mais là-bas c'est aussi une institution. C'est encore plus une institution quoi. Donc il y a vraiment tout le jeu sur la culture américaine qui est utilisé là aussi, qui est très intéressant à voir. Enfin, c'est très très riche, il y a plein d'aspects à parler en fait, et on se rend compte après que tu te dis, ouais j'ai vu un film de guerre avec un gars qui devient fou et ensuite. Je pense que c'est ça l'apanage des bons films, c'est tu vois plein de trucs, tu peux en parler, tu dis ça marche, ça marche. Et par rapport aux deux vietnamiennes, donc les deux prostituées, qu'on voit avant donc la soldat, la sniper, qu'est-ce qu'elle vient de faire là elle? Ah bah ça c'est tout simplement c'est tout simplement une triste réalité, c'est-à-dire que une expression qu'on dit fille à soldat, je sais plus non c'est comme ça. Honnêtement je ne sais pas. Il me semble que c'était voilà mais disons que voilà ce sont des prostituées, je veux dire bon c'était des vies pauvres et forcément un américain comme ça a de l'argent donc bah forcément c'est un moyen de pouvoir survivre. Ouais. C'est ça. Je veux dire c'est excuse-moi, c'est des je veux dire elle parle dans la version originale, elle parle un anglais très bizarre. Je veux dire la première dit par exemple me so horny. Donc moi si excité. Donc de manière un peu bizarre et voilà. Et dans la deuxième partie, on a un Mac qui vient avec une prostituée qui ne parle pas anglais, mais du coup lui il traduit. Ça donne lieu à une scène très bizarre où en fait il dit à un noir non trop gros, pas vouloir. Voilà donc je vous dis ça joue sur les clichés parce que justement c'est un monde de clichés là donc là ça passe ça passe on va dire. Est-ce que il y a un tarif qui est énoncé dans le film ou pas? Je m'en rappelle pas. Alors pas vraiment, mais ce que je sais enfin s'il y a des tarifs, et tout ce que je sais, c'est que les Américains veulent payer le moins possible, évidemment. Okay. À un moment, elle dit 15 chacun au début. Et puis après, ils disent 10 pour les deux. Oh, putain. Voilà, voilà. Et on a quoi avec tout ce que tu veux. C'est quand même très dégradant pour la condition féminine et humaine. On va pas se mentir, ces séquences. Puis se dire, voilà, ça se marchande à que dalle, quoi. Ouais, parce qu'en plus, bon... Je dis pas, hein, c'est des soldats, donc je pense pas non plus qu'ils gagnent si bien leur vie, mais on va dire que techniquement, les $10, ils les ont quand même, hein, on va pas déconner. Un Américain, ça a forcément plus, je pense, qu'un Vietnamien là-bas. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, en plus. En plus, voilà, l'inflation, tout ça, on va pas reparler de ça, hein, sinon on va pleurer en voyant le prix de l'essence. Mais ouais, tu te dis quand même, ils sont prêts à aller jusque-là, quoi. Et est-ce que, tu vois, par exemple, les Snoopy, pareil, je m'en rappelais pas. Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça un peu cachés que les gens voient pas forcément? Cachés. Peut-être pas cachés, mais on va dire qui sont dans le décor ou on fait pas forcément attention lorsqu'on regarde le film. Un truc qui revient souvent, c'est pas dans le décor, mais c'est dans les dialogues, c'est que ils font systématiquement référence à John Wayne. Okay. Au début du film, il y a Guignol qui fait
Là, tandis que Hartman engueule un autre soldat, bah, je crois qu'il est avec Blanche-Neige, là il dit est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Vraiment avec cette voix. Enfin, la traduction est comme ça, mais je crois qu'en VO aussi, il est un peu en mode à se moquer, quoi. Ce qui lui vaut une claque violente par. Non, attention, un coup de poing par Hartman dans le ventre. C'est pas drôle sinon. Ça donne d'ailleurs ce plan fameux en très forte contre-plongée où il est en train de l'engueuler au sol, là. Regardez à tes spectateurs, donc quelque part, ouais, c'est pour ça que c'est aussi. C'est un autre point de bascule pour Hartman, quoi, qui est. Ah ouais, quand même, il est violent. Mais oui, il faut référence à John Wayne, donc tu dis, bon, ouais, il a voulu sortir une réplique à la bête de western américain, ultra connu avec John Wayne, pourquoi pas. Sauf qu'ensuite, dans le fameux travelling, déjà il va rencontrer un soldat qui s'appelle Animal Mother. Alors c'est un gros gars avec une mitrailleuse lourde, et sur le casque c'est écrit I am become death, je suis devenu la mort. Bon, c'est clairement un gars rapprochable à un autre mitrailleur dans l'hélico où il tire sur des femmes et des enfants, et la technique pour lui c'est facile, faut viser devant. Magnifique. Mais voilà, Animal Mother, c'est vraiment la grosse brute épaisse qui tire dans le tas et il réfléchit pas. Et il faut aussi un échange de John Wayne à moitié un peu débile. On va toujours avec la phrase est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Et quand il y a le travelling que je disais avec le caméraman qui va filmer tout le groupe, ils vont parler de voir faire un film de John Wayne et où les Vietnamiens ça fera les Indiens. Voilà. Donc il y a cette référence encore à la culture américaine qui est intéressante. Puis c'est toujours film avec John Wayne. C'est toujours le western américain. C'est aussi cette idée d'héroïsme. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un parallèle qui est fait en contrepoint de ce qu'il dit. C'est-à-dire que Kubrick, il se dit, voilà, tu vois, c'est un petit peu comme les Indiens dans les films de John Wayne. C'est-à-dire qu'ils se font massacrer sans raison. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, volent leur terre. Exactement. Voilà, ouais. Exactement, c'est complètement ça. Donc, la référence, c'est terrible parce qu'en fait, il utilise, et Kubrick, vu comment il a construit son film, il montre qu'en fait, ils sont abrutis par cette idée et reproduisent exactement le même schéma, qui est un schéma de destruction d'une autre population, en prétendant que c'est pour la liberté et pour la glorieuse Amérique. Hein, donc il y a cette idée-là. Après, voilà, j'ai dit le Snoopy, et il y a peut-être d'autres accessoires que les soldats avaient également, mais comme ça, je pourrais pas te redire les autres. En tout cas, voilà, c'est un autre exemple de la culture américaine qui est cité. J'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des erreurs de continuité voulues? je sais que c'est assez précis. Des erreurs de continuité voulues. Alors comme ça, alors je suis nul pour repérer les faux raccords ou quoi, donc je pourrais pas te dire précisément. Mais j'ai pas souvenir vraiment. C'est quand même plutôt bien. Ouais, dans la continuité c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de faux raccords précis ou alors de faux raccords artistiques dans le sens où c'est un faux raccord qui a une signification importante. Comme ça, j'ai pas souvenir. Et dans les transitions entre les scènes, est-ce qu'il y a des fondus ou c'est plus souvent des cuts assez secs? C'est des cuts. C'est des cuts. Il y a juste éventuellement la séquence fantomatique où on a des fade in, fade out, donc des fondus enchaînés du noir à l'image. En début de la deuxième partie également. Ok. Il y a un fondu. À la fin de la première partie, la fin de la première partie, c'est la séquence de nuit aussi. Ça finit donc par un fondu au noir. Et du fondu au noir, on passe à l'image pour entrer dans la deuxième partie. Mais t'as pas vraiment d'autres effets spéciaux de cut ou de mixed cut. Enfin, de fond. Ouais, quand tu. Ouais, fondu enchaîné entre deux images différentes, quoi. C'est pas. Il y a pas spécial. C'est juste pour faire la transition entre la partie fantomatique que je t'ai dit au début et entre les deux grandes parties du film. À la fin, il y a aussi un fondu vers le noir, mais ça, c'est un fondu vers le noir pour marquer à la fin. Mais c'est pas vraiment sur les transitions. Okay. C'est plus sur les effets de caméra, les mouvements de caméra, quoi. Voilà, c'est plus sur ça. Et dans tes souvenirs, la séquence donc avec Pyle quand il se suicide, est-ce que la nuit elle est assez bleutée, tu vois? Est-ce qu'il montre que c'est une nuit, comme tu dis, un peu irréelle, artificielle, ou au final c'est quand même de la nuit noire, tu vois? C'est ultra bleu. C'est ultra bleu. Tout dans la chambre, c'est ultra bleu. Tout est bleu. Dans les toilettes, la lumière, c'est super bleu. Il y a vraiment. J'ai remarqué ça. Tu pourras confirmer. C'est que le bleu, ça a une certaine signification chez Kubrick, particulièrement dans Eyes Wide Shut. Là, il s'en sert de manière très artistique et très intelligente, disons.
Et pour moi, j'ai fait le rapprochement là-dessus. Il y a aussi le bleu dans le labyrinthe, dans Shining, clairement. Ou quand Jack Nicholson, il y a un moment où il les regarde jouer dans le jardin. Et il a aussi un visage qui est presque le même que Pyle. Ils ont vraiment la même expression faciale. Je pense que là, c'est vraiment Kubrick qui a dit, bon, tu prends un visage hagard, complètement fou. C'est voilà, presque filmé de la même façon. Et là aussi, c'est des teintes très bleutées. Donc il y a quelque chose de désagréable, de pas naturel qui vient là-dedans. Donc oui, ça c'est pas pour rien que voilà, c'est pas simplement une bleuté pour rien. Même si je pense que globalement, c'est vrai que quand c'est la nuit, si tu as une pleine lune, ça fait quand même une couleur très bleue. Mais là, il faut dire que c'est quand même, avec toutes les fenêtres, ça fait un mélange entre les ombres et le bleu qui est quand même assez prenant. Et je pense quand même qu'il y a eu de l'accentuation qui a été faite. Mais Au niveau des couleurs, tu ferais une grosse distinction entre partie 1, partie 2 ou pas forcément? disons que le début est très stérile, donc c'est des couloirs blancs, il y a un peu de vert, mais vert hôpital quoi. C'est des couleurs très fades, on va dire. T'as le vert éventuellement dehors, dans l'herbe, t'as les uniformes militaires, donc c'est plutôt dans le vert. Oui, ça teinte plutôt autour des couleurs d'un camp militaire, excuse-moi. Pas de soucis. T'as éventuellement un plan avec un coucher de soleil parce que ça fait des belles ombres et tout ça, mais à mon avis c'est plus plan voilà, pour embellir la situation, la formation quoi, pour faire un truc un peu cliché je dirais. Mais globalement ouais, c'est des couleurs quand même assez fades et vraiment le sang dans la scène de nuit où tout est bleu, là ça fait clairement, c'est des couleurs quasi complémentaires. Rouge et bon c'est plus cyan mais là ça fait clairement, ça dénote totalement, c'est très sombre, c'est très rouge, c'est très graphique. Donc là, oui, là, il y a vraiment un contraste important avec la couleur. Après, globalement, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus coloré. Il y a plus de désert. Et petit à petit, le film va plonger dans le rouge des flammes. Surtout à la fin où c'est noir avec des flammes partout et les soldats éclairés en orange. Donc il y a aussi un peu ce jeu de symétrie. Là, au début, c'était la destruction d'un être. Là, c'est aussi la destruction de tout un pays. Voilà, pour moi, c'est la destruction du pays, ça. Dans sa globalité. Et voilà, là il y a beaucoup plus de couleurs. Bon, c'est en même temps parce qu'on est dans une ville, c'est beau de la réalité. T'as beaucoup plus de paysages un peu. C'est pas désertique, mais disons qu'il y a plus de sable, c'est plus de la boue, ce genre de choses. Des explosions rouges. Voilà, on est plus dans des couleurs chaudes, de feu, tout ça, que dans la première partie où il y a ce bleuté qui tranche. Est-ce que le fait d'avoir recréé la ville dans un studio, si je ne me trompe pas dans la deuxième partie, enfin toutes les séquences de guerre dans un studio, est-ce que c'est voulu aussi? Est-ce qu'il voulait montrer un côté factice ou encore une fois complètement détaché de la réalité ou pas forcément? Pour moi, alors studio, c'est pas notamment studio, il y a en fait ils sont servis de lieux, c'était une usine abandonnée je crois, ou un lieu abandonné en Angleterre, bon dépaysement total. Et ça devait être plus simple pour les conditions de tournage parce que le Vietnam il fait chaud, ça va être humide, à mon avis ça aurait été très compliqué. Mais ils sont servis en fait d'une décharge et puis ils ont reproduit un environnement. Honnêtement, niveau décor, je pense que c'est pas. Si tu peux répéter, c'est quoi à propos du studio juste En fait, je me demande, est-ce qu'il a un but derrière? Tu vois, genre il veut nous montrer. Est-ce qu'il veut nous montrer que c'est recréé, que genre c'est du carton-pâte quoi. Alors, ou pas vraiment. Personnellement, j'ai pas eu cette impression. Moi, je pense que c'est des décors qui sont faits pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire décors, pour nous immerger. J'ai pas eu cette impression. J'ai peut-être juste je dirais juste que peut-être que pour la dernière séquence du film, on va dire, enfin la dernière scène où ils sont là dans l'embuscade, j'ai l'impression que les bâtiments forment une sorte de zone carrée au milieu d'entre elles qui font Enfin, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un ensemble de bâtiments autour d'une zone et cette zone est précisément le centre de la cible du sniper. Mais quand on regarde les bâtiments, c'est pas non plus genre 4 angles comme ça, bien tracés, et c'est un carrefour parfait. Mais quand il y a le plan où il zoome un petit peu légèrement, quand le sniper dégaine son arme, on voit un petit peu mieux comment il est placé par rapport au centre. Donc il y a cette idée, mais je dirais juste que c'est bien agencé, on dirait que c'est vraiment le centre d'une cible, mais je me suis pas dit oui, ça fait très studio quoi. Je veux dire, c'est quand même des bâtiments en ruine, il y a beaucoup de détails, c'est quand même assez bien foutu, il faut dire. Je me suis pas dit à un moment, c'est
c'est pas très réaliste ou c'est pas. Après, moi, je te dis, faux raccord, un truc, décor, problème VFX. Si je les remarque, c'est qu'il y a vraiment un problème en général. Mais sinon, c'est pas mon truc. Mais en tout cas, décor, pour moi, c'était vraiment une utilisation qui marche bien. Et puis, dans la première partie, peut-être non, c'était en studio, là, vraiment, la première partie, certainement. Mais ouais, là, les alignements et tout ça, voilà, ils sont travaillés pour. Là, il y a le plus côté artificiel dans la première partie. Parce que c'est des décors très, très vides. Cette salle qui est presque la même. Ces toilettes super bien alignées et propres, il faut le dire. Ils sont quand même très propres dans du film. Là, ok, là je peux vraiment te dire que c'est un côté peut-être plus artificiel quand on y réfléchit. Autant un deuxième, vous avez plus décor qui fera Vietnam, quoi. Et parce qu'il y a une scénariste, hein, ou un scénariste qui l'a aidé, je ne sais pas. Alors, c'est un roman de Gustav Hartford, Le Merdier, dont il s'inspirait, The Short Timers en VO. Et en fait, Stanley Kubrick, il collabore souvent avec le scénariste ou la personne qui a écrit le livre. Bon, Stephen King, ça n'avait pas très bien passé. Et puis, par contre, c'est sur Shining qu'il a eu une scénariste pour l'aider. Ouais. Et donc là, Voilà. c'est enfin, du coup, c'est le gars du. Il y a un du scénariste et un autre homme dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vais le retrouver parce qu'on va quand même lui dire, parce qu'il a quand même travaillé dessus. Alors, il s'échangeait souvent par téléphone. livre. Ok. Ils n'étaient pas à 3 dans la même pièce. C'était plus, il leur envoyait des instructions et puis hop là, vous faites vos trucs et. Bonne relation avec ces deux hommes-là ou. Je crois qu'à la fin, c'était pas. Il me semble qu'à la fin, ils se parlaient plus trop. Voilà. D'accord. Bon, c'est pas non plus une relation Werner Herzog, Klaus Kinski. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous, vous allez voir. Et non. Michael Eyre. Voilà, Michael Eyre, c'était l'autre scénariste qui a aidé Ok. à faire ça. Je peux te. Mais voilà, c'est vraiment, ils sont plus entre. Si je regarde, ouais. Le réalisateur téléphone des instructions aux auteurs. Merci Wikipédia. Voilà, c'est plus, voilà, tu vois, leur téléphone, il leur envoie les instructions. Il les rappelle pour dire, ouais, bah alors vous me changez ça, voilà. Donc c'est pas très. Voilà, c'est pas très. On va dire, je sais pas, on peut s'imaginer des scénaristes qui se regardent. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on fait voilà. Ouais, et Gustav Hartford, bah, ça dépasse pas le stade du scénario, apparemment. Ok. Voilà. Voilà, il est écarté de la production. Apparemment, il est accrédité pour des dialogues additionnels. Et il engagera une procédure judiciaire apparemment pour être considéré comme l'auteur des dialogues. Enfin, bon, voilà, apparemment, il a bonne. Voilà, entre Stephen King et lui, bon, je sais pas, je crois qu'il y a un problème avec les auteurs de livres. Bah, après, peut-être que les autres ça allait bien, mais voilà. Voilà, je pense. C'est vrai que quand j'ai appris que, voilà, en fait, il téléphonait, il disait, ouais, vous vous débrouillez. Comment tu fais en tant que réalisateur pour savoir ce que tu veux faire? Après. Il y en a, ils considèrent plus ou moins important le scénario pour faire leur scène. Certains, ils ont un truc, ils disent bon, ça me fait une bonne ligne continue. T'en as, ils disent c'est de la merde. Pedro Costa, il dit ça, c'est de la merde, ça sert à rien, un scénario, faut arrêter de se détacher. Et t'en as d'autres, voilà, ils ne jurent que par ça, où c'est très précis et c'est millimétré. Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais voilà. Peut-être aussi à classique hollywoodien, c'est très millimétré. Bon, forcément, pour la censure, tout ça, t'as intérêt à pas dépasser. Mais... D'ailleurs, pour terminer, est-ce qu'il a fait beaucoup de prises? Alors, sur celui-là particulièrement, j'ai pas lu d'anecdote particulière. Probablement qu'il a fait les prises qu'il lui fallait. C'est plus sur d'autres films. En Shining, voilà, ça c'est l'exemple par. Peut-être Eyes Wide Shut, j'ai cru entendre qu'il y avait. Les deux, ouais. Parce que Eyes Wide Shut, il a duré combien de mois le tournage? 18 mois. 18 mois. C'est un an et demi de tournage. Ouais, c'est incroyable. Ah, t'es engagé en CDI là-dessus, t'es content, hein. C'est certain. Voilà, mais oui, c'est. Combien de temps de tournage Full Metal? Ah, je suis désolé, hein, je revois mes notes. Mais franchement, c'est dur de s'en souvenir. Ça m'a pas marqué que ça. Je pense que c'est un tournage classique, on va dire 4-5 mois max. Oui, qui devait pas être si long que ça. Voilà. Je sais pas si c'est écrit. Non, ils ont pas écrit. Voilà, mais le tournage a pas été, je crois, si long que ça. Enfin, ça n'a pas été en disant le. C'est classique, quoi. Et c'est pas un point incroyable. Oui, c'est ça. Je pense que juste ça a pris le temps qu'il faut pour Kubrick. Certainement qu'il a fait plusieurs prises ou quoi pour avoir ce qu'il voulait, mais là, je sais pas. Peut-être Est-ce que c'est peut-être plus avec des. Ah non, parce qu'avec Wendy, c'était pas vraiment quelqu'un de très connu qui pourrait faire plusieurs prises pour dire tiens, je vais les user. Mais là, c'était en plus souvent des gens pas vraiment connus. On va dire maintenant, Vincent D'Onofrio, maintenant il fait New York Unité Spéciale ou je sais plus quoi.
6 mois de tournage quand même. 6 mois de tournage. Ouais, c'est quand même plus que la moyenne. Hein. Mais c'est quand même 3 fois moins que Oui. Eyes Wide Shut. Et pour une durée. Ah non, il est pas aussi long. Je crois qu'il fait 2 heures, peut-être un peu moins. Full Metal Jacket. Eyes Wide Shut, je crois qu'il dure beaucoup plus longtemps. Il dure 2h40 quelque chose. Ouais, mais plus proche de 3 heures que de 2 heures, c'est ça. Un peu plus. Voilà, mais ouais, c'est pas. Ça me choque pas tant. Bah écoute, Ethan, si t'as encore quelque chose à rajouter, fais-toi plaisir. Mais sinon, je pense que c'est pas mal. On a déjà eu un bon. Franchement, là, j'ai beaucoup de points. Je pense que là, on a abordé la sociale. Enfin, en tout cas, je peux garantir que même si, bon, j'ai reparlé du film et évoqué plusieurs détails, ça se regarde facilement. Il y a pas mal de choses à voir et la façon dont c'est filmé, c'est très intéressant de voir ça, de voir un petit peu toute cette symétrie qui se fait dans les premières parties. Réécouter les dialogues du Serge Hartman parce que c'est quand même drôle. C'est vrai que. Mais c'est vrai, j'avais vu aussi un article. C'était un livre de Kate McQuiston. C'était. Ça s'appelait We Meet Again, Musical Design in the Stanley Kubrick Movies. In the Movies of Stanley Kubrick. Kate McQuiston. Et elle disait que, en fait, ces dialogues qu'on entend, c'est marrant parce qu'on se dit, c'est super marquant, mais tu peux jamais les citer. Bon, après, Hartman, tu vas pas vraiment le citer, à moins que tu sois énervé. Miss Warney, tu vas certainement pas le citer, sauf si tu es un prédateur. Et même dans d'autres. Je veux dire, faire la blague de la salle de guerre, tu peux pas le faire tout le temps ailleurs, quoi, et personne va le capter. Enfin, ou alors on va te dire, t'es un peu relou. Ah, ne te bats pas ici, c'est la cuisine. Tu te dis, oui, mais personne va comprendre, même s'il y a personne qui connaît le film. Y a pas, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de dialogues marquants, mais c'est vrai. C'est pas un You talking to me. On peut pas les reciter en fait. Ou alors, voilà, si tu veux faire peur à quelqu'un, tu mets All work and no play make Jack's dull boy. Mais déjà, c'est qu'avec tes potes qui s'appellent Jacques, même c'est QES, mais c'est difficile de replacer des trucs. T'as d'autres phrases dans d'autres films, et c'est maintenant le moment où tu ne t'en souviens pas, tu sais. Oui, enfin tous les trucs cultes, trucs du Joker, Why So Serious. C'est ça, voilà, et par exemple, voilà. Style, ouais. Tu peux sortir Good morning and you guys don't see you, good afternoon, voilà, good evening and good night. Effectivement, c'est difficile d'avoir des bonnes situations pour les. Mais sinon, à part ça, c'est quand même vachement intéressant de revoir tout ce film et de voir tous ces aspects. Et puis voilà quoi. Moi, si vous n'avez pas peur d'avoir Surfing Bird dans la tête, moi, je vous conseille de le revoir toujours. Et puis je finirai là-dessus. C'est pas parce qu'on connaît comment se passe un film qu'on ne peut pas l'apprécier. Voilà, pour citer un de mes profs. Surtout, puis un autre qui dit qu'il faut en voir 6 fois pour comprendre. Donc bon, j'irai pas jusqu'à dire jusque-là, hein, seulement si le film vous plaît. Si vous faites ça avec Twilight, vous allez devenir fou. Enfin voilà, mais en tout cas, merci pour cette discussion. C'était très sympa d'en parler. Il y a des points que j'ai commencé à revoir un peu plus aussi en détail. Donc c'est ça qui marche bien, je pense. Mieux, c'est discuter. C'était parfait. Bon les gars, voilà, il faut revoir Full Metal Jacket. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Au revoir.